Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts entièrement dédiée aux professionnels de l'informatique. Alors au menu, nous allons bien entendu parler technique mais aussi fonctionnel et essayer de voir avec eux quels sont leurs défis, leurs enjeux et la manière dont ils vivent leur métier et leur passion au quotidien. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis en compagnie de Jérémy Greenbaum, directeur France de Twilio. So I decided to hack you. Whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me... Bonjour Jérémy. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'un sujet qui est un peu moins technique que d'habitude, qui est l'expérience digitale, le parcours d'utilisateur et tout ce qui est l'intérêt grandissant des organisations pour les problématiques d'engagement client. Alors, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, Jérémy, il y a toujours quelque chose que j'aime bien faire, c'est de revenir un tout petit peu en arrière et vous pouvez me raconter votre premier projet informatique. Bonjour Philippe et merci de m'accueillir. Alors, mon premier projet informatique, je l'ai vécu moi d'un point de vue du commercial puisque ça fait maintenant 21 ans que je suis commercial dans le logiciel et j'ai commencé ma carrière chez IBM en vendant des solutions qui s'appellent Tivoli et donc qui faisaient du monitoring serveur, réseau et orchestration serveur. Et donc, c'était des choses pour moi qui étaient complètement nouvelles, sortant d'école de commerce et ayant travaillé dans des sociétés complètement différentes. Et donc, j'ai eu à côtoyer des responsables réseau, infrastructure, et c'était quelque chose de très frais, d'enrichissant pour moi et en même temps un peu de nébuleux. Donc, on va dire que c'était des sujets vraiment d'infrastructure technique. Et je m'occupais des banques et également du retail. Donc, c'était des chiffres très impressionnants. Si un serveur tombait, ouais. Je pense que un réseau de caisses ou un magasin qui ferme un samedi, c'était quelque chose qui n'était pas envisageable et des millions de chiffres d'affaires en retombaient. Donc voilà, c'était ce type de projet-là que je gérais au début de ma carrière. Du coup, tu as commencé directement avec la pression. Oui, et puis j'étais accompagné de professionnels ardus puisque j'étais un petit newbie dans l'informatique et mes ingénieurs avant-vente sur qui je pouvais compter eux, avaient une certaine expérience, donc j'étais rassuré. D'accord. Bon, c'est plutôt bien. Et donc en fait, t'es parti du monde du hardware presque, si je puis dire, enfin du monitoring. Et comment t'es arrivé à Twilio et comment tu peux nous décrire aujourd'hui le poste que tu as? Alors, comment je suis arrivé à Twilio? J'ai fait effectivement ma carrière d'abord dans l'infrastructure. Ensuite, après IBM, je suis parti chez Google et j'étais le deuxième sales Google Enterprise. On vendait des moteurs de recherche en appliance et j'ai eu la chance de participer au lancement de Google Apps, Google Suite en France à l'époque, en 2007, et donc de recruter les premiers early adopters français qui étaient des sociétés du CAC 40, alors qu'à l'époque, mettre ces données en dehors des data centers de l'entreprise, c'était quelque chose qui était compliqué. Aujourd'hui, c'est de la commodité, ou en tout cas, c'est quelque chose qu'on fait très simplement parce que on est rassuré par beaucoup d'éléments de sécurité et de compliance. Et ensuite, j'ai monté ma propre boîte pendant 4 ans, une social business platform. Et après 4 ans, j'ai intégré Microsoft Office 365 dans les débuts d'Office 365. Et c'était intéressant également de voir cette compétition avec Google et également avec IBM d'un point de vue Microsoft et les premiers projets Office 365 en France. Et puis ensuite, je suis resté dans le poste de travail dans le collaboratif avec Box où j'ai monté le bureau français et je suis arrivé chez Twilio après 5 ans. Quoi, Box? Box.com. D'accord. Donc, solution de gestion de contenu dans le cloud et collaboratif. Le pendant entreprise de Dropbox, on va dire, qui est plutôt connu du grand public que Box, qui a toujours été créé pour l'entreprise. Et puis le challenge de recommencer à monter un bureau en France et l'opportunité de changer de secteur d'activité, de pouvoir parler engagement client, de pouvoir parler à des startups, de pouvoir parler à des PME françaises, à des scale-ups et aussi à des grands groupes. De la lorgnette de l'engagement client et de la communication et de l'engagement client était complètement différent pour moi et quelque chose d'enrichissant et de nouveau. Donc, j'ai saisi l'opportunité. Puis Twilio, qui existe depuis 2008, introduit en bourse depuis 2016, accompagne
je crois aujourd'hui plus de 225 000 clients dans 120 pays. Donc, c'est pas connu du grand public, mais pourtant on l'utilise tous les jours. Je vous en parlerai peut-être un peu plus tard. Alors justement, on va rentrer un petit peu dans le détail de tous ces sujets-là. Est-ce que tu peux présenter Twilio, parce qu'effectivement, même moi qui suis dans le domaine de l'informatique depuis une quinzaine d'années et qui fait pas mal de projets, je ne connaissais pas ce service, et pourtant, comme j'ai pu m'en apercevoir, on l'utilise tous les jours, quoi. Absolument. Twilio est une solution, est une plateforme d'engagement client omnicanal, c'est-à-dire que quand l'on veut engager avec sa marque préférée, on a l'habitude, ou on avait l'habitude en tout cas, parce que la pandémie a été un catalyseur d'accélération de la transformation digitale, et je vous parle un petit peu de l'étude qu'on a fait un petit peu plus tard, mais c'est des chiffres qui sont édifiants. On avait soit le service client, et donc on appelait un numéro de téléphone, soit un formulaire en ligne, soit l'email. Et c'est vrai que de pouvoir tout simplement passer sa commande Deliveroo et recevoir une notification sur le canal de communication que l'on a choisi, et de pouvoir engager avec Deliveroo si on a une question sur ce canal-là, ça peut être du WhatsApp, ça peut être du Facebook Messenger, ça peut être SMS. Et puis quand le livreur arrive en bas, il vous appelle parce qu'il a besoin du code, par exemple. Et bien depuis son application, il va presser le bouton appel, et vous allez recevoir un appel où vous n'aurez pas accès à son numéro de téléphone et lui non plus. Et donc c'est ce qu'on appelle l'anonymisation ou le proxy. Et donc ces API-là, donc Twilio est une plateforme d'engagement client basée sur des API. Et donc, les entreprises vont pouvoir intégrer des canaux de communication dans leurs applications et construire leur propre plateforme de communication à partir d'API et basée sur leur process ou sur leur connaissance de leur marché, sur les attentes de leurs clients pour mieux les servir plutôt que d'utiliser des solutions existantes, pré-packagées, que tout le monde utilise au final, et se démarquer ou adapter ses process n'a pas de sens aujourd'hui quand on voit la rapidité du marché et surtout les attentes des différentes générations. D'accord. Donc Twilio, en fait, c'est quelque chose qui travaille, j'ai envie de dire, en masqué, qu'on interface dans les applications du SI à travers des API et qui permettent de faire à peu près tous les canaux de communication. Absolument. L'API, c'est une interface de programmation, donc c'est du code que l'on va intégrer dans ces applications, et on va jusqu'à les solutions de contact center, donc de centres de contact avec des IVR, donc des serveurs interactifs vocaux intelligents, pouvoir exprimer la raison de notre appel et tomber sur le bon agent au bon moment, qui va nous donner la bonne réponse, et donc créer de la satisfaction de nos clients. Et on voit aujourd'hui des chiffres qui sont édifiants avec les jeunes aujourd'hui qui ont besoin de réactivité. Donc le manque de réactivité est vraiment cité comme un motif d'insatisfaction pour 64% des Français dans l'étude que l'on a menée lorsqu'ils s'intéressent à leur marque. Et ce chiffre va grimper à 73% pour les 25-34 ans. Et donc, on a facilement tendance à changer de marque ou changer de prestataire quand on n'est pas satisfait, et encore plus dans les nouvelles générations. Donc, il est important de conserver et de se rapprocher, d'être plus proche de ses clients existants. Et si on veut faire de l'acquisition aussi avec les réseaux sociaux ou autres, la recommandation va très vite dans un sens comme dans l'autre. D'accord. Et du coup, ça peut s'adapter à n'importe quelle typologie de client. Absolument. Absolument. N'importe quelle taille de client et n'importe quelle industrie également. D'accord. Donc, que ce soit de la banque, où on a besoin complètement de révolutionner avec les néobanques, avec les banques en ligne, avec les banques traditionnelles. On a un besoin aujourd'hui de transformer l'engagement que l'on a avec nos clients, et les attentes des clients évoluent également, et on l'a vu avec la pandémie. Dans le retail également, je pense que si on attendait les réouvertures des magasins à chaque fois pour faire du chiffre d'affaires et mettre tout le monde au chômage partiel, les chiffres parlent d'eux-mêmes également, puisque on estime aujourd'hui à 44% les entreprises françaises qui auraient eu des pertes importantes de chiffre d'affaires sans la digitalisation de leur engagement client. Donc c'est important, et 94% de ces entreprises françaises déclarent qu'elles doivent construire leur propre solution de communication pour gagner des clients au lieu d'acheter celles qui sont alternatives et pré-packagées. Donc c'est important de pouvoir, on a mis en place les entreprises ont mis en place du click and collect, mais aussi de pouvoir utiliser les employés en magasin pour les conseiller comme si on était dans le magasin, passer leurs commandes et ensuite venir les chercher ou se faire livrer. Et donc, ces entreprises ont considérablement survécu et mitigé complètement leurs risques. 21 d'entre elles ont dit qu'elles auraient déposé le bilan s'il n'y avait pas eu de numérisation rapide de l'engagement client. Et c'est l'API qui permet justement cette numérisation rapide.
D'accord. Ouais, c'est passionnant. C'est vrai que ce Covid et tout ce qui en a découlé dans le domaine de l'informatique, ça nous a boosté à peu près tout ce qui est numérique de manière conséquente. J'avais entendu, je sais pas, qu'on gagnait des années de digitalisation grâce à ça, quoi. En un an, je pense que en moyenne, les entreprises ont rajouté un canal de communication et elles disent qu'elles ont accéléré de 6,7 années leur transformation digitale. Donc c'est fou, édifiant. Hein. Édifiant. Ouais, c'est édifiant. Hein. C'est édifiant. Tant mieux quelque part. Il faut que de temps en temps des choses bien sortent de ce truc. Absolument. On va essayer de parler un petit peu d'expérience client digitale, de parcours utilisateur. Est-ce que tu peux essayer de nous donner une sorte de définition ou en tout cas la manière dont tu pourrais exprimer un petit peu quels sont ces concepts pour des gens qui ne sont pas forcément initiés au sujet? Alors, le parcours de l'engagement client, c'est pour une marque, de mon point de vue, hein, c'est quelle est la vision aujourd'hui qu'ils ont de ce que leur client attend pour pouvoir améliorer ce qu'on appelle le NPS ou la satisfaction ou l'engagement qu'ils ont avec leurs clients et donc la satisfaction de leurs clients. Et donc, quand on parle de parcours client, c'est que leurs clients soient sur un magasin, sur le site web ou déjà client et a besoin de les contacter, c'est quel va être aujourd'hui leur parcours, c'est-à-dire la manière dont ils vont interagir avec leur marque. Et donc, c'est comment ils vont optimiser ça pour améliorer. On a tous, par exemple, je vais vous donner un exemple. Il y a peu de temps, j'ai réservé un billet d'avion auprès d'une compagnie aérienne et je me suis trompé dans la date. Donc, j'ai voulu les rappeler et au bout d'une demi-heure, on m'a dit que tous les conseillers, peut-être pas une demi-heure, mais 20 minutes, voilà, tous les conseillers étaient occupés. Donc, on m'a orienté vers le site web où j'ai rempli un formulaire. Et bien entendu, la réponse qui m'a été apportée n'était pas du tout celle que j'attendais. Donc, au final, j'ai demandé le remboursement des taxes, du billet. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commandé mon billet auprès d'une autre compagnie aérienne. Et donc, c'est des choses que chaque entreprise veut éviter et que chacun de nous a pu voir quand on appelle son opérateur téléphonique, qu'on nous demande à chaque fois est-ce que vous avez redémarré, est-ce que vous avez fait ceci, est-ce que vous avez fait cela, et sans compter qu'on vous redemande à chaque fois toutes les informations que vous avez données au serveur interactif, que vous avez tapé sur votre téléphone pour vous identifier, et vous tombez sur la personne qui vous redemande exactement les mêmes choses. Et ben, c'est pour ces raisons-là qu'on a besoin aujourd'hui d'améliorer cette expérience, d'améliorer ce processus d'engagement. Et de la même manière, quand on regarde un de nos clients, les Galeries Lafayette Champs-Élysées, qui est leur flagship un petit peu sur les Champs-Élysées, ils ont mis en place des personal stylists. Et donc, avec une application mobile où ils vont pouvoir interagir avec leurs clients avec des SMS. Et donc, en amont, pendant l'acte ou après l'acte d'achat, vous êtes toujours en contact avec votre personal stylist qui va vous apporter des réponses, qui va vous donner des disponibilités, qui va vous conseiller. Et donc, vous êtes constamment en relation avec votre marque, avec votre personal stylist. Et ça crée aujourd'hui un lien, une intimité avec la marque. Et je pense que c'est ce que toutes les marques cherchent aujourd'hui, de pouvoir rester connectées, de pouvoir communiquer et de pouvoir satisfaire la moindre demande de leurs clients. D'accord. Et ça, comment ça va évoluer dans les prochaines années? C'est-à-dire qu'on va aller encore plus vers de l'omnicanal, du proche, du contact. Comment tu vois les choses évoluer dans les futurs proches? Ce qu'on voit de la part de nos clients, c'est qu'elles utilisent toutes des solutions du marché qu'on appelle un petit peu legacy, donc les solutions de centres de contact qui sont généralement par téléphone, par email, par formulaire, qui sont assez lourdes à maintenir, à faire évoluer. Et ce qu'on cherche, c'est des choses faciles à mettre en œuvre, qui évoluent rapidement et qui nécessitent quelques lignes de code à mettre en œuvre et surtout adaptées au process. C'est-à-dire que ce que je vois de plus en plus, c'est que les clients revoient le parcours client, ce qu'ils souhaitent mettre en œuvre, ce qu'ils souhaitent innover, ce qu'ils souhaitent mettre en œuvre sur les 2-3 prochaines années, et ils y vont par étapes. Avec la facilité de mise en œuvre. Nos clients qui ont souscrit il y a 2-3 mois sont déjà live aujourd'hui sur la mise en place de solutions de centres de contact en partant de zéro. Ah oui, donc ça va vite, ouais. Mais c'est une révolution. C'est une révolution et il faut qu'ils soient aujourd'hui conscients, et c'est ce que l'étude a montré pour 94% d'entre elles, c'est que rajouter des canaux de communication, c'est bien. Après, c'est de pouvoir interagir. Le but, c'est pas de mettre
tous les canaux de communication. C'est ce que je leur explique. Le but, c'est pas d'avoir tous les canaux de communication à son arc. Le but, c'est d'utiliser le bon canal pour le bon cas d'usage. Et donc, sur du marketing, on va utiliser du mail ou on va utiliser un shortcode, par exemple, alors que sur du transactionnel, typiquement, mon chauffeur Uber je prends ma commande, je reçois un SMS comme quoi il est parti, j'ai pas besoin de le recevoir par email. Par contre, si je souhaite que ce soit par WhatsApp, pourquoi pas, ma marque va pouvoir me l'envoyer plutôt sur WhatsApp si je suis à l'étranger par exemple, ou sur Facebook Messenger si je le souhaite. Et donc privilégier le canal que va choisir mon client et privilégier le canal adapté en fonction de la régulation, en fonction du pays, en fonction des contraintes aussi locales. Et c'est ça qui va donner de l'agilité à nos clients pour être au plus proche de leurs clients. Et ce point qui est soulevé là, je trouve ça important parce que souvent, moi, je suis un peu estomaqué. Des fois, on reçoit la notification par 40 canaux différents et c'est très désagréable de recevoir à la fois un mail, une notification, un SMS, un appel pour le même truc, quoi. Complètement. Complètement. Et on voit des nouveaux usages avec la vidéo, par exemple. Par exemple, la pandémie, ce que nous disent les entreprises qui ont été interrogées, c'est qu'elle a la pandémie a complètement transformé la façon dont les clients interagissent avec leur marque. Et 87% des entreprises françaises utilisent aujourd'hui la vidéo pour engager le dialogue avec leurs clients. Et c'est le taux le plus élevé de notre enquête, puisque la moyenne globale est de 79%. Et donc, on voit une innovation et des attentes des clients français qui sont différentes. Et donc, chaque pays va avoir ses propres attentes. Et une société, une start-up aujourd'hui ou une société du CAC 40 qui opère dans différents pays doit pouvoir s'adapter. Et c'est Twilio qui leur permettra ça. D'accord. Et c'est quoi aujourd'hui, quand on essaye de mettre en place ça, ce que tu avais l'air de dire, c'était plutôt rapide, ça pouvait être des projets de quelques mois. C'est quoi la bonne stratégie pour mettre en place un parcours utilisateur? C'est quoi les bonnes questions à se poser et quelles sont les équipes, comment structurer une équipe projet pour faire ça? Alors déjà, je dirais il y a que le client ou les équipes d'engagement ou les équipes expérience client chez nos clients qui connaissent le mieux leurs utilisateurs, leurs clients finaux. Et donc ça va être à eux de repenser on va dire, de faire un peu un step back et de se dire quel est le processus client, quel est le parcours client que je souhaite mettre en place. Au lieu de partir d'une solution qui fait sur un fichier Excel qui fait papa-maman et sur lequel on va s'adapter, c'est vraiment repartir avec simplicité sur quelles sont les attentes de mes clients et comment je vais engager avec eux. Et ensuite, de se poser avec ces équipes de développeurs, puisque, encore une fois, Twilio est basé sur des API et donc nécessite de développer de manière très simple sur tous les langages, mais va nécessiter une interaction avec des équipes de développeurs. Donc déjà, si mon client n'a pas de développeur ou n'a pas le mindset de builder comme on dit chez Twilio, ça va être un peu compliqué. Donc on va lui proposer de travailler avec des agences, avec des SS2I, avec des partenaires. Mais dans la plupart du temps maintenant, les entreprises ont des équipes de développeurs à disposition et elles travaillent main dans la main avec les équipes métiers pour construire un pilote. Et on a une solution qui s'appelle Studio qui permet avec du drag and drop de designer le processus et ensuite de mettre en place de manière extrêmement simple le développement. Et donc, mon conseil, il est vraiment d'utiliser ce type de solution Studio pour designer et pour orchestrer un petit peu le parcours, réfléchir avec les développeurs, réfléchir avec des clients, avec des échantillons de clients pour valider et démarrer. Et puis, l'agilité de Twilio fait que si on s'est trompé et qu'on souhaite revenir en arrière ou rajouter un canal, c'est très, très simple. C'est quelques lignes de code. Ouais, parce que ça fait écho un peu chez moi par rapport à plein de clients qui ont ce type de problématique sur lequel nous on intègre des solutions de communication. Souvent, ils se posent la question de quel est le bon canal de communication pour interagir avec leurs clients et ils nous posent la question à nous en tant qu'entreprise de services informatiques, mais nous on ne le sait pas. C'est-à-dire que d'une boîte à l'autre, la manière dont vous engagez les clients, ça peut être complètement différent. Comment vous pouvez vous les aider, vous, là-dessus? Ou alors c'est plutôt comment ils arrivent à trouver le bon canal de communication? Alors, on a une approche consultative avec eux. Donc, on n'est pas sur une vente de hardware ou de soft classique. Donc, on va poser, je pense que sur un rendez-vous d'1 heure, ça va être 45 minutes de questions où on va vraiment s'intéresser à leur business, leur stratégie, la manière dont ils engagent avec leurs clients, les pains,
les contraintes qu'ils peuvent avoir, s'ils en ont par rapport à l'industrie ou les pays, où ils en sont de leur développement et comment ils souhaitent mettre les choses en place. Et généralement, ils sont déjà bien aguerris sur le type de choses à mettre en place. Et après, on va leur proposer la meilleure alternative avec nos ingénieurs avant-vente, avec nos architectes. Et c'est vrai que soit les développeurs connaissent déjà Twilio, puisqu'on a des équipes de développeurs évangélistes qui travaillent. On a plus de 10 millions de développeurs aujourd'hui sur Twilio dans le monde. Donc, généralement, ils connaissent, ils ont des comptes ouverts, ils testent. Et c'est la facilité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de payer, il n'y a pas besoin de signer un contrat. Vous ouvrez un compte, vous utilisez les API, vous avez les crédits déjà dessus pour tester. Et si ça fonctionne ou si vous avez besoin de questions, vous venez nous voir. D'accord. Ouais. Après c'est le déploiement classique, quoi. En termes du coup, ce que vous allez dire, c'est que si je résume, c'est qu'il faut avoir quand même une équipe de développeurs parce que Twilio, c'est quelque chose qui s'utilise de manière transparente, mais qu'il faut intégrer dans les applications existantes, c'est ça? Absolument. Mais absolument. Et c'est vrai que si on vient de la start-up, généralement, il y a des équipes de développeurs et dans toutes les grandes entreprises françaises, de plus en plus, il y a des équipes. Voilà. Voilà. Et notre métier n'est pas de le faire, mais on travaille avec des agences, on travaille avec beaucoup de partenaires également. Et Twilio, encore une fois, est basé sur tous les langages. Donc, n'importe quel développeur est capable d'intégrer Twilio et la documentation est réputée pour être complète et simple. D'accord. Et en termes d'intégration avec des outils du marché, je pense à des grands CRM ou des grands ERP, vous avez des connecteurs out of box ou comment ça fonctionne? Absolument. Absolument. Et si ça n'existe pas, encore une fois, c'est extrêmement simple à mettre en place. D'accord. OK. En termes, allez, je vais poser une question qu'il faut poser de temps en temps. En termes de coûts, on parle de quoi? Vous facturez, c'est facturé comment? À l'usage, au volume, au temps, au nombre d'utilisateurs? C'est quoi aujourd'hui la grille de facturation? Alors, tout va dépendre du canal de communication. Le SMS, c'est au SMS. La voix, c'est à la voix. La vidéo, pareil, tout va dépendre du canal, tout va dépendre du volume. Et ensuite, quand on arrive sur Flex, qui est notre solution de centre de contact, c'est de la licence à l'agent. Et on va rajouter la communication. Il y a des choses qui sont intégrées dedans. Et aujourd'hui, on sait faire les bonnes propositions généralement pour accompagner les clients. Et quand on voit aujourd'hui la plupart des sociétés françaises qui lèvent énormément de sous dans leur deuxième ou troisième tour de table, ce sont des clients Twilio depuis le départ. Donc, on sait accompagner les entreprises et on sait rentrer aussi. Depuis 2008, Twilio existe. On est présent dans énormément d'entreprises Fortune 500, comme on dit. D'accord, ok. Je vais faire un détour maintenant pour aller plus un petit peu dans ce qui est notre cœur de métier à nous, qui sont les applications web et mobiles, et essayer un peu de bénéficier de ton expérience là-dessus. Comment toi tu verrais, comment on pourrait améliorer l'expérience au sein des applications web et sur quels éléments il faut un peu se focaliser pour arriver à avoir une expérience qui soit la plus agréable possible? Alors, il y a application web et application mobile. Pour moi, le but, c'est de faciliter la relation avec l'utilisateur. C'est-à-dire que si vous êtes sur une application d'achat en ligne, par exemple, ou d'assurance, et que vous avez la moindre question, il y a le chatbot. Donc, le chatbot, il peut être intelligent, il vous renvoyer tout de suite vers la bonne base de connaissances et la bonne solution. Par contre, il faut que ce soit bien fait. Et si l'on ne trouve pas, il faut être en mesure rapidement d'être mis en relation avec l'agent qui va vous apporter la bonne réponse. Et on se rend compte des fois qu'on a passé une commande un peu trop vite et qu'on souhaiterait la modifier. Et pourquoi pas depuis le réseau social, depuis directement au sein de l'application ou d'engager avec le WhatsApp ou par SMS avec la marque de manière simple. Le but, encore une fois, c'est d'être en contact avec le bon agent au bon moment et d'apporter la bonne réponse. Moi, je me cache pas, mais c'est vrai que sur les chatbots aujourd'hui, moi, je trouve qu'à chaque fois que j'ai eu affaire à ça, j'ai trouvé ça assez frustrant. Parce que ça m'a pas souvent aidé et ça m'a créé plus de frustration qu'autre chose. Est-ce que c'est quelque chose qui de ton point de vue est en train de s'améliorer ou en fait tout va dépendre du chatbot que vous allez mettre en place. Ouais, l'expérience que j'ai eue, c'était j'ai eu un problème d'aéroport avec des avions annulés et j'ai essayé de converser avec le chatbot pour qu'il me donne une solution et en fait à part me dire que l'avion était annulé, ce que je savais déjà, parce qu'il y a personne derrière et que le chatbot doit avoir une intelligence qui permet
de donner un premier niveau de réponse. Mais si à un moment donné on dit la réponse vous a-t-elle satisfaite, vous dites non et vous basculez vers le bon agent. Imaginez une interface. Ah bah moi j'ai dit non et à la fin il m'a dit voilà quoi. Parce qu'il n'était pas connecté à une solution de centre de contact et vous a pas permis. Et donc ça veut dire que c'était un chatbot qui permettait uniquement de donner des réponses basiques. Et ça veut dire que d'un point de vue utilisateur, vous avez passé du temps, vous attendiez quelque chose, vous n'avez pas eu la bonne réponse. Et c'est l'exemple que je donnais au départ. Alors que je vais vous donner un autre exemple. Vous faites Los Angeles, Paris. Et vous arrêtez, vous avez un stop à New York pour prendre un transit et un deuxième avion. Et donc vous êtes dans la salle d'attente et vous oubliez votre sac et vous vous rendez compte quand vous êtes dans l'avion avant de partir. Et donc vous avez la possibilité de faire un chatbot et de dire j'ai oublié mon sac dans la salle d'embarquement à New York. Et donc la personne qui va prendre tout de suite l'appel, en tout cas qui va prendre le cas, va pouvoir rajouter l'agent sur place dans une autre conversation, donc la même conversation mais avec un autre canal, par le téléphone par exemple. Et donc la personne va pouvoir se déplacer, va pouvoir le prendre, va pouvoir dire c'est bon, je l'ai, directement dans la conversation, et vous dire on le met dans l'avion dans la soute et vous le récupérez à Paris. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle des conversations, et c'est la possibilité de combiner plusieurs canaux et d'avoir le bon agent. Et donc imaginez génial, aussi d'un point de vue de l'agent, du conseiller dans un call center qui a aujourd'hui 5, 6, voire 10 pages ouvertes pour pouvoir répondre à votre demande. Et donc souvent, on vous dit j'ai une panne informatique, j'ai un ralentissement. Pourquoi ? Parce qu'elle a 10 pages ouvertes et que ça plante. Et donc, et vous avez qu'un seul moyen en plus pour le joindre, qui est le téléphone. Imaginez une interface à gauche où elle voit les appels entrants. Et les appels, c'est quoi ? C'est un appel, c'est un formulaire web, c'est un WhatsApp, c'est un Facebook Messenger, c'est un Instagram, c'est tous les canaux que la marque a mis à disposition pour converser. Elle les prend au fur et à mesure. Sur la page du milieu, vous avez votre fiche client et à droite, elle va cliquer et elle va afficher là où elle doit interagir. Et donc, sur la même interface, vous avez la liste à gauche, quel que soit le canal, et à droite, vous allez résoudre la problématique dans la même interface. Et bien, c'est ce que propose Flex aujourd'hui. Et donc, non seulement on va rendre un client ravi, loyal et satisfait. Et d'un point de vue de l'opérateur, il va être beaucoup plus productif. Ouais, et puis moins frustré parce que pour avoir vu des logiciels de call center, c'est horrible, quoi. On est d'accord. C'est souvent assez frustrant, quoi. On est d'accord. Déjà que le métier est pas forcément évident. En plus, si on leur donne des softwares compliqués, exactement, c'est pas sympa. Et généralement, la personne qui appelle, elle est déjà frustrée parce qu'elle a un problème. Mais moi, là où je rejoins complètement ce que vous dites, c'est les rares fois où j'ai eu affaire à un service client compétent et efficace. Ça m'a plutôt donné envie d'aimer la marque qu'autre chose. Exactement. Et alors que même à la base, j'appelais avec des problèmes. Exactement. Donc, ça, je suis d'accord que même en interne, alors nous, on n'est pas du tout à la taille d'avoir, et puis on travaille que dans le B2B, mais avoir un service client de qualité, je pense que c'est la clé aussi d'un engagement plus fort des utilisateurs, quoi. Et il faut être, ça, je pense que... Exactement. Et il faut être en mesure de s'adapter aussi à différentes populations. Si on prend les populations 45 ans et 60 ans à plus, c'est 89,5% de ces personnes qui préfèrent l'email et le SMS. Alors que les plus jeunes, elles vont préférer une communication beaucoup plus rapide et instantanée avec des messages directs ou vocaux. Et 34% des 16-24 ans, eux, souhaitent carrément interagir sur un chatbot. Et 29% via des messages directs Instagram. Et donc, il faut être en mesure, et je reviens à votre question d'avant, c'est comment on va pouvoir définir ça ? Il faut être en mesure de connaître aussi sa cible et de savoir quel est leur besoin, quelles sont leurs attentes et de leur proposer la bonne solution, le bon canal. Et au bon moment, c'est exactement le truc loin d'être le plus simple. Si on se projette un petit peu dans le futur, comment ça va évoluer ? Comment vous voyez évoluer l'expérience client ? Je pense dans les prochaines années ? On va être de plus en plus centré sur le client et sur l'attente du client. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment être au plus proche. Et pour être au plus proche, il faut mettre en place des solutions adaptées. Et donc, je reviens à un chiffre que j'ai donné au début du podcast, c'est 94% des entreprises qui déclarent vouloir construire leur propre solution de communication. Et ça, quand on en prend conscience, les premières vont le faire et les prochaines vont suivre. Et donc, les clients vont être beaucoup mieux servis, vont sentir qu'ils sont écoutés, vont sentir que on répond à leurs attentes. Et donc, je pense que
simplifier le parcours client en proposant des solutions beaucoup plus adaptées aux attentes des clients, ça va être ce qu'on va voir. Et une autre chose, Twilio a racheté Segment l'année dernière, qui est une solution de base de données client pour du marketing. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a différents services dans les entreprises qui ont des données clients et c'est siloté. Le but étant d'avoir une base commune et de pouvoir mieux connaître ses clients et d'avoir une vue unique pour mieux segmenter et être en mesure d'interagir avec ses clients, que ce soit pour leur proposer la bonne offre au bon moment ou les rappeler quand un contrat se termine, ou alors être certain que quand le client appelle, on sait qui il est et quelle est la vue de son activité avec l'entreprise. Et donc, on va être de plus en plus vers une centricité autour du client et un engagement client omnichannel. Mais c'est vrai que la vue 360 du client ou la vue unifiée du client, c'est un peu le Graal en entreprise. Et pour ceux qui nous écoutent, c'est pas forcément évident à réaliser en fait, parce que beaucoup d'informations sont dans beaucoup de logiciels différents et d'arriver à en faire une vue unique, c'est pas forcément si simple que ça, quoi. Et c'est là que Twilio met un peu un coup de pied dans la fourmilière avec ce rachat, une plateforme d'engagement client qui va proposer une base de clients beaucoup plus simplifiée, décilotée et permettre d'interagir ensuite avec ses clients et de démarrer de l'outbound, de l'outreach, de la communication adaptée aux attentes et aux besoins. On connaîtra mieux nos clients, donc on aura une base qui sera plus saine, qui sera plus ciblée et une activité avec eux, une interaction avec eux qui sera beaucoup plus ciblée également. Parfait. Avant de conclure, moi j'aime bien poser une ou deux questions pour terminer. Est-ce que la première, c'est est-ce que vous avez encore un rêve informatique ou un rêve technologique ou un rêve d'un projet en particulier? Je crois qu'aujourd'hui, mon rêve serait de trouver la solution qui permettra que tout le monde se rejoigne aujourd'hui. Alors c'est un peu utopiste, hein, mais on est dans une transition énergétique nécessaire avec les différents usages, avec une consommation web, digitale de plus en plus forte, qui facilite les choses, qui rassemble et pour autant qui pollue. Et je pense que ce serait de trouver des solutions aujourd'hui qui permettent d'améliorer, d'accélérer cette transition énergétique et d'assurer un avenir beaucoup plus sain et de conserver cette belle planète pour nos enfants. C'est ambitieux. C'est un beau rêve. J'ai parlé d'utopie, hein, mais non, beaucoup y travaillent. C'est sûr que pour le coup, l'informatique, on apporte pas mal de solutions, mais on apporte aussi notre problème. Et c'est pas forcément facile de trouver un bon compromis là-dedans, quoi. Allez, dernière question, et après je vous libère. Est-ce que, parmi les termes que je vais donner, est-ce que vous pourriez me donner votre définition? Une définition qui vous serait propre et qui vous plairait. Qu'est-ce que pour vous un bon projet, un bon développement ou une bonne technologie? Je vous laisse choisir le terme que vous voulez définir. Je pense que projet, développement et technologie doit être au service du consommateur et de l'utilisateur. Et donc, encore une fois, un bon projet, ça va être un projet qui va répondre à la demande du consommateur et aux attentes du consommateur. Et donc, de pouvoir bien définir ses attentes et ensuite développer ce projet de la manière la plus simple possible avec les meilleures technologies. Et donc, l'API de Twilio en est une. C'est de pouvoir le faire de manière très simple et de manière agile et de pouvoir la faire évoluer. Et donc, un bon projet, c'est un projet qui doit être rapidement mis en œuvre et pouvoir évoluer dans le temps. Excellent. Est-ce que vous pouvez nous donner un dernier conseil pour nos auditeurs? Et puis après, cette fois, j'arrête de poser des questions. Un conseil à quel niveau? Un conseil pour n'importe qui nous écouterait. Pour quelqu'un qui est du service client, qui voudrait améliorer la relation client, ou pour quelqu'un qui débute en informatique, ou un conseil, peu importe, un conseil basé sur votre expérience depuis quelques années dans ce milieu-là. On a des valeurs très fortes chez Twilio, qu'on appelle culture d'entreprise, mais une des valeurs, c'est wear the customer shoes. Et donc, porter les chaussures du client. Et donc, c'est toujours important pour moi de me mettre à la place du client pour pouvoir prendre une décision. Quand je lui parle, plus je vais comprendre et mieux je vais comprendre ses attentes et mieux je vais être capable d'articuler la valeur de notre solution et lui proposer la meilleure solution pour répondre à ses attentes. D'accord, donc vraiment customer centric à fond, quoi. Se mettre à la place du client et de voir ce qu'il voit, quoi. D'accord.
Je me mets à la place de mes clients et je suis client moi-même. Et c'est ça qui m'a plu aujourd'hui chez Twilio, c'est qu'on le vit au quotidien. Et quand vous avez une solution et qu'on vous apporte cette réponse rapidement et de la bonne manière, bah, on vous a enlevé une épine du pied et en plus vous êtes ravi et vous adorez la marque. Donc, quoi de mieux? Quoi de mieux? Merci Jérémy, merci pour toutes ces informations. Je mettrai en bas de la description le lien vers votre solution et puis vers votre LinkedIn aussi. Et puis j'espère que tous les gens qui nous écoutaient ont trouvé ça clair, cette conversation qui était très intéressante. C'est vrai que c'était un sujet qui est un peu différent de ce qu'on a pu traiter sur ce podcast jusqu'à là, puisqu'on était plutôt orienté technique. Là, on a plutôt parlé digital, orientation client, engagement. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Merci d'avoir participé. Et puis, je te laisse le mot de la fin. Merci Philippe. Et comme on dit à tous nos clients chez Twilio, on a hâte de voir ce que vous allez construire. Merci. Merci Philippe.